Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Je m'aperçois que j'ai peut-être été un petit peu succincte dans ma vidéo sur les enjeux de la conversation genrée. Et donc, j'ai décidé de vous faire la lecture de cette brochure de 28 pages, donc qui est une étude menée en 1997 par Corinne Monet dans le cadre des études de genre à Genève. Cette étude a été publiée dans les Nouvelles questions féministes, volume 19, en 1998. Et en description, donc vous pouvez aller télécharger cette brochure sous deux formats, soit sous format de petit cahier, comme c'est ce qui est présenté ici, ou en format classique A4. Pour les auditeurs, auditrices qui ont suffisamment écouté mes vidéos, vous commencez à comprendre à quel point le langage est quelque chose d'important, hein, et à quel point c'est important pour élaborer sa pensée et donc faire un travail sur soi, d'avoir un espace suffisant pour pouvoir s'exprimer. Et c'est d'autant plus important, ce qui me décide à vous lire cette brochure, c'est que j'ai fait la rencontre récemment d'un jeune homme qui n'a absolument aucune connaissance particulière de linguistique ou autre, rien du tout, et qui m'a fait part qu'il avait bien remarqué effectivement qu'en conversation mixte, c'était toujours la même chose, que il finissait toujours par discuter tout seul avec son pote, pendant que les femmes présentes finissaient par se taire, et lui, qui est attentif à ce genre de choses, ça l'ennuyait. Il percevait un malaise en lui-même du fait de voir les femmes se taire, les bras croisés, à les écouter parler. Il est donc reparti, ce jeune homme, avec cette brochure qu'il a lue, et il n'a pas eu d'autre choix que d'être d'accord, parce qu'en fait, c'est pas une question d'être d'accord. On a affaire là à des études linguistiques, on est dans de la science objective, avec des mesures de temps de parole, des structures conversationnelles. Donc, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Donc, toute personne qui se positionne déjà dans ce registre-là du jugement est à côté de la plaque, dans la mesure où, avant d'être d'accord ou pas d'accord avec un discours, il faut déjà commencer par écouter la totalité du discours, et voir si oui ou non ça présente quelque chose d'objectif. Donc là, vous allez voir, c'est objectif. Après, bien évidemment, les raisons qu'on l'on va tirer pour expliquer cet état de choses, l'existence de cet état de choses, et d'une profonde inégalité dans l'espace d'expression qui est laissé aux femmes en conversation mixte, après, effectivement, c'est là que la subjectivité de l'observateur intervient pour se poser la question de savoir mais comment est-ce que cela se fait-il donc ? Et je rappelle que le féminisme s'interroge sur l'absence d'égalité. Rien d'autre. Il s'agit d'une interrogation sur l'égalité. Donc là, ce genre d'étude répond, par exemple, à la question: y a-t-il un quelconque équilibre et une quelconque égalité dans le travail de la conversation entre les femmes et les hommes? Introduction. Contrairement à l'impression première que l'on a, la conversation n'est pas une activité à laquelle on se livre spontanément, inconsciemment. Il s'agit d'une activité structurée, ne serait-ce que par son ouverture, ses séquences et sa fermeture, et elle a besoin d'être gérée par les participants, participantes. Nous parlerons indifféremment de conversation, de dialogue ou de discussion pour faire référence à tout échange oral. Nous caractérisons par le fait qu'aucun scénario n'en a été fixé à l'avance, que ces conversations sont en principe égalitaires, à la différence d'entretiens dirigés, des cérémonies ou des débats. Nous allons donc nous intéresser à la gestion du dialogue mixte au regard du genre des personnes impliquées. Ainsi, nous verrons que les pratiques conversationnelles sont dépendantes du genre, et nous en chercherons les conséquences sur le déroulement de la conversation. La conversation est une forme fondamentale de communication, d'interaction sociale, et à ce titre, elle a une fonction des plus importantes. Elle établit et maintient des liens entre les personnes, mais c'est aussi une activité politique, c'est-à-dire dans laquelle existent des relations de pouvoir. Dans une société où la division et la hiérarchie des genres est si importante, il serait naïf de penser que la conversation en serait exempte. Comme pratique sur laquelle nous fondons notre vie quotidienne, elle ne peut que refléter la nature genrée de la société. Nous nous demanderons si, au-delà du fait d'être le miroir de la société, elle ne réactive et ne réaffirme pas à chaque fois les différences et les inégalités de genre.
Première partie, la longueur des contributions. Nous nous référerons constamment au modèle de conversation décrit par Zaks, Shegloff et Jefferson en 1974. Selon ce modèle, les systèmes d'échange de paroles sont en général organisés afin d'assurer deux choses. Premièrement, qu'une seule personne parle à un moment donné, et deuxièmement, que les locuteurs et locutrices se relaient. Les locuteurs et locutrices peuvent désigner le prochain, mais en général, ce sont les conversants, conversantes qui décident de l'ordre des prises de parole. Le dialogue idéal suppose donc que l'un ou l'une parle pendant que l'autre écoute, et vice-versa, et ainsi de suite, sans qu'il y ait de chevauchement de parole, d'interruption ou de silence entre les tours. L'hypothèse de ce modèle doit être valable pour tous les locuteurs et locutrices et dans toutes les conversations. Il devrait donc tendre, dans son application, à une symétrie ou à une égalité. Ce modèle est décrit comme indépendant du contexte, c'est-à-dire des facteurs tels que le nombre de personnes, l'identité sociale ou les sujets de discussion. Une fois mis en application, il devient toutefois sensible au contexte et s'adapte au changement des circonstances dus aux facteurs évoqués plus haut. La première question sur laquelle nous nous interrogeons à propos du dialogue mixte concerne le temps de parole que chacun s'octroie. On présuppose généralement que les deux personnes aient un temps de parole assez similaire pour qu'elles puissent toutes deux exprimer leur point de vue, leurs sentiments, intentions ou projets de façon égalitaire. Le dialogue est perçu couramment par une majorité de personnes comme un lieu de partage et d'échange permettant de promouvoir une compréhension mutuelle où un interlocuteur ou une interlocutrice n'est pas censé prendre une plus grande partie de ce temps que l'autre. Selon l'opinion communément admise, ce sont les femmes qui parleraient plus que les hommes. Le stéréotype de la femme bavarde est certainement, en ce qui concerne la différence des sexes et la conversation, l'un des plus forts et des plus répandus. Paradoxalement, c'est aussi cela qui n'a jamais pu être confirmé par une seule étude. Bien au contraire, de nombreuses recherches ont montré qu'en réalité, ce sont les hommes qui parlent le plus. Déjà en 1951, Strodebeck a mis en évidence que dans des couples hétérosexuels mariés, les hommes parlaient plus que les femmes. Mais comment expliquer un tel décalage entre le stéréotype et la réalité? Comment se fait-il, bien que toutes nous nous soyons retrouvés dans des situations où il était clair que les hommes monopolisaient la parole, si peu d'entre nous en aient profité pour questionner le bien fondé de cette croyance? Dale Spender s'est penché sur ce mythe de la femme bavarde afin d'en analyser le fonctionnement. Ce stéréotype est souvent interprété comme affirmant que les femmes sont jugées bavardes en comparaison des hommes qui le seraient moins. Mais il n'en va pas ainsi. Ce n'est pas en comparaison du temps de parole des hommes que les femmes sont jugées bavardes, mais en comparaison des femmes silencieuses. La norme ici n'est pas le masculin, mais le silence, puisque nous devrions toutes être des femmes silencieuses. Si la place des femmes dans une société patriarcale est d'abord dans le silence, il n'est pas étonnant qu'en conséquence, toute parole de femme soit toujours considérée de trop. On demande d'ailleurs avant tout aux femmes d'être vues plutôt qu'entendues, et elles sont généralement plus observées que les hommes. On voit bien déjà ici que ce n'est pas la parole en soi qui est signifiante, mais le genre. Une femme parlant autant qu'un homme sera perçue comme faisant des contributions plus longues. Nos impressions sur la quantité de paroles émises par des femmes ou des hommes sont systématiquement déformées. Je recourrai ici au concept toujours aussi pertinent du double standard utilisé par les féministes pour expliquer nombre de situations en rapport avec le genre. Un même comportement sera perçu et interprété différemment selon le sexe de la personne et les assignations qu'on y rapporte. Quel que soit le comportement en question, le double standard tendra à donner une interprétation à valeur positive pour un homme et négative pour une femme. Nous verrons que si les hommes peuvent donc parler autant qu'ils le désirent, les femmes, elles, pour la même attitude, seront sévèrement sanctionnées. De nombreux travaux se servent de l'évaluation différentielle des modes de converser des femmes et des hommes nécessaires à l'étude de la communication genrée. Une étude faite lors de réunions mixtes dans une faculté montre la différence énorme de temps de parole entre les femmes et les hommes. Alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes, celui d'un homme se situe entre 10 et 17 secondes. Autrement dit, la femme la plus bavarde a parlé moins longtemps que l'homme le plus succinct. Beaucoup d'études à ce propos portent sur des contextes éducationnels, comme des classes. Bien que ceux-ci dépassent le cadre du dialogue, il me semble intéressant d'en dire quelques mots. Sans faire une liste des différences de socialisation selon le sexe, qui sont déterminantes pour l'accès à la parole, je vais juste m'arrêter sur celles qui concernent plus spécifiquement l'espace de parole laissé à l'école aux filles
et aux garçons. Les enfants n'ont pas un accès égal à la parole. Dans les interactions de classe, les garçons parlent plus que les filles. Les enseignants-enseignantes donnent beaucoup plus d'attention aux garçons. Elles et ils réagissent plus vivement aux comportements perturbateurs des garçons, les renforçant de ce fait. Les enseignantes les encouragent aussi beaucoup plus, les échanges verbaux plus longs se passent majoritairement avec les garçons, ainsi que les explications données. Et l'on sait combien il est difficile d'agir égalitairement, même en faisant des efforts. Une étude de Sadker et Sadker, portant sur 100 classes, montre que les garçons parlent en moyenne 3 fois plus que les filles, qu'il est aussi 8 fois plus probable que ce soit des garçons qui donnent des réponses sans demander la parole, alors que les filles, pour le même comportement, sont souvent réprimandées. S'il me semblait important de commencer par la remise en question de ce premier mythe, c'est parce que parler plus longtemps que les autres est un bon moyen de gagner du pouvoir et de l'influence dans un dialogue. Ceci est d'ailleurs bien perçu par tout le monde. Chez Strodebeck, cité plus haut par exemple, les couples interrogés et autant les femmes que les hommes associaient à une plus grande quantité de paroles, une plus grande influence. Il s'agit maintenant de voir concrètement comment s'exerce cette influence et de montrer en quoi la qualité de parole, la quantité de paroles émises est un indicateur de dominance conversationnelle. En effet, le temps de parole, en fonction de nombreux facteurs interactionnels, parmi lesquels le fait de pouvoir terminer son tour de parole sans interruption de la part de son interlocuteur, semble être un des plus importants. Les pratiques conversationnelles des hommes. 1. Interrompre les femmes. Pour l'étude des interruptions, je me servirai surtout du texte de West et Zimmerman, qui se trouve dans Language and Sex de Thom and Henley. Elle se réfère toujours au modèle de conversation que j'ai décrit précédemment. West et Zimmerman ont observé une distinction dans les paroles simultanées entre deux catégories, les chevauchements et les interruptions. Les chevauchements ont lieu à un moment de transition possible. Ils proviennent d'une erreur de réglage entre les tours, comme par exemple quand le nouveau interlocuteur, pour éviter un trou, commence son énoncé aussi près que possible de la fin de l'énoncé du locuteur précédent. West et Zimmerman considèrent donc le chevauchement comme une erreur du système lui-même. La seconde catégorie qui va nous intéresser davantage est celle des interruptions proprement dites. Elle consiste en des intrusions plus profondes dans la structure interne de l'énoncé de la locutrice ou du locuteur, qui peut ne pas avoir fini du tout son tour. Elles sont donc des violations des procédures de tour et non pas de fondement dans le système. West et Zimmerman disent qu'elles montrent un réel déni d'égalité d'accès à l'espace de la parole. J'en viens maintenant à l'étude proprement dite, portant sur des dialogues enregistrés dans des lieux publics d'une communauté universitaire. Nous avons 20 couples non mixtes, 10 couples femmes-femmes et 10 couples hommes-hommes et 11 couples mixtes, composés exclusivement d'étudiants et d'étudiantes, à une exception près où la femme est assistante. Les sujets de conversation varient depuis les échanges de politesse jusqu'à des sujets plus intimes, selon que ces personnes se rencontrent pour la première fois ou bien se connaissent davantage. Alors qu'elle dénombre 22 chevauchements et 7 interruptions dans les dialogues non mixtes, elle trouve 9 chevauchements et 48 interruptions dans les dialogues mixtes. On peut faire plusieurs remarques sur ces résultats. Les chevauchements sont plus fréquents que les interruptions dans les dialogues non mixtes que dans les dialogues mixtes. Par contre, les interruptions sont beaucoup plus fréquentes en mixité que les chevauchements. Seuls 3 des 10 dialogues non mixtes comportent des interruptions, qui sont de plus réparties assez symétriquement entre les interlocuteurs et interlocutrices, alors que seul un dialogue mixte sur les 11 en est indemne. Les interruptions apparaissent donc comme systématiques dans les dialogues mixtes. La plupart des chevauchements et interruptions sont dus aux hommes. Dans 96% des cas, ce sont les hommes qui interrompent les femmes. Nous sommes bien loin d'une distribution aléatoire des interruptions, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une forte dominance masculine quant aux interruptions dans les dialogues femmes-hommes. Après avoir refait une étude dans des conditions différentes portant sur 5 conversations mixtes avec des personnes qui ne se connaissaient pas du tout, West et Zimmerman retrouvent toujours, à peu de choses près, les mêmes résultats. Le cas de dialogue mixte où il y a le plus d'interruptions, c'est-à-dire 13, se passe entre une femme assistante de statut donc plus élevé que celui de son interlocuteur et un étudiant. C'est ici aussi qu'elles ont trouvé les 2 seules interruptions dues à une femme. Dans une autre étude faite par West, portant sur des interactions entre médecins et patients, il ressort que le genre constitue un statut plus important que la profession.
Les patientes femmes sont interrompues par les médecins hommes, mais les médecins femmes sont aussi interrompus par leurs patients hommes. Une femme reste donc une femme, quel que soit son statut professionnel. Je rappelle que rien dans le modèle ne prévoyait une distribution asymétrique des interruptions. Or, celles-ci ne peuvent pas être expliquées par le système des tours. On peut donc conclure à l'influence d'un facteur exogène qui agit comme influence. Les résultats obtenus dans cette recherche mettent en évidence que ce facteur est bien celui du genre. Si toutes les interruptions ne sont pas en elles-mêmes des moyens de dominance, nous ne pouvons pas non plus soutenir que ces pratiques seraient neutres par rapport au genre. Deuxième stratégie, deuxième pratique conversationnelle. Imposer silence aux femmes. La répartition des silences dans les dialogues non mixtes est pratiquement symétrique, alors qu'en mixité, ce sont les femmes qui ont tendance à tomber dans le silence, surtout après avoir été interrompues. West et Zimmerman ont aussi ausculté de plus près ces silences. Elles ont trouvé que 62% des femmes étaient silencieuses après 3 types de stratégies conversationnelles masculines: les chevauchements, les interruptions et les réponses minimales retardées. Les réponses minimales ou confirmations minimales signalent à la ou au locuteur, à la locutrice, qu'il a bien été compris et peut continuer. Ce sont par exemple un signe de tête, un ou un oui. Placée à temps, la réponse minimale montre une attention active à l'interlocutrice. Lorsque les femmes s'en servent, elles signalent une attention constante, démontrent leur participation, leur intérêt et pour la conversation et pour l'interlocuteur. Lorsque les hommes emploient ces marques verbales, ils le font souvent après le moment propre à soutenir le sujet. Les confirmations minimales sont donc retardées, signalant alors pour la locutrice et ses paroles désintérêt et inattention. La conversation exige de l'auditrice et de l'auditeur ces confirmations minimales. Si elles ne viennent pas, la locutrice peut se mettre à répéter ses idées, à prolonger les pauses, hésiter et finir par se taire. Étude de Slembeck, 1990. La stratégie utilisée par les hommes en retardant ces réponses minimales devient donc un autre moyen de domination grâce auquel ils finiront par obtenir le silence des femmes. Dans les dialogues mixtes étudiés, aucune femme ne s'est plainte de se faire interrompre. Quand l'homme s'est fait interrompre, il n'a du reste pas observé le silence par la suite. En mixité, les femmes font des pauses environ 3 fois plus longues qu'en non-mixité, que ce soit après une interruption ou une réponse minimale retardée. Les pratiques masculines du dialogue ne sont pas sans effet sur les silences des femmes qui s'en suivent, ce qui peut déjà nous fournir une bonne explication du fait que leur contribution soit moins longue que celle des hommes. Certains ont essayé d'interpréter les silences des femmes qui suivent les interruptions comme un signe d'encouragement à ce que les hommes les interrompent. West compare alors cette situation à celle du viol, tel qu'il est conçu dans notre culture. Les femmes ne sont-elles pas vues souvent comme invitant au viol par leur habillement, que ce soit un décolleté ou une jupe, ou par leur inaptitude à se défendre? Mais si nous voulions pleinement analyser le silence des femmes, il nous faudrait examiner aussi le langage qui les exclut et les dénigre. D'autre part, si, comme nous le verrons plus loin, les femmes ne sont requises dans la conversation que pour soutenir le discours masculin, il devient compréhensible qu'elles restent silencieuses. Les hommes empiètent systématiquement sur le droit des femmes à achever leur tour de parole et leur dénient un statut égal comme partenaire conversationnel. West et Zimmerman font d'ailleurs l'analogie entre ces dialogues femmes-hommes et les conversations enfants-adultes, où l'enfant n'a qu'un droit limité à la parole. Comme pour les enfants, le tour de parole des femmes apparaît non essentiel. Les femmes et les enfants reçoivent respectivement de la part des hommes et des adultes un traitement similaire dans la conversation. Toutefois, à la différence des enfants, elles semblent plus la boucler, même dans le cas non rare où les hommes les interrompent pour les reprendre ou les réprimander. Voilà 3 conclusions auxquelles arrive West. Les interruptions masculines constituent des parades de pouvoir et de contrôle à l'intention des femmes. Les interruptions sont de fait, et non pas uniquement au plan symbolique, un moyen de contrôle. Cette asymétrie des interruptions dans les échanges mixtes incite à émettre l'hypothèse que certaines situations contribuent à mettre en relief la distinction sociale entre les sexes. Les interruptions sont un trait caractéristique des interactions femmes-hommes. Elles sont asymétriques et dépendent clairement du genre. Certaines études
les ont retrouvés dans une grande variété de contextes, et on a vu qu'avoir un statut professionnel élevé ne protégeait pas les femmes des interruptions. En tant que telles, les interruptions aident à construire et à réaffirmer les inégalités de genre. Être ininterrompu n'est pas un trait du langage féminin en soi. West et Zimmerman montrent que la répétition d'interruptions faites par les hommes est beaucoup plus que la conséquence de leur statut élevé. C'est une voie qui permet l'établissement et le maintien de ce statut différentiel de genre. Le choix des sujets. Les interruptions et les réponses minimales retardées n'ont pas seulement pour effet de faire taire les femmes. Elles fonctionnent aussi comme mécanisme de contrôle des sujets de conversation. Comme West et Zimmerman ont pu l'observer, une série de réponses minimales retardées peuvent amener le sujet à sa fin. Et de façon similaire, les interruptions répétées sont suivies de changements de sujet. West a observé de près ces intrusions masculines. En s'appuyant toujours sur le modèle de la prise de tour, elle étudie la façon dont vont se poursuivre les discussions après une simultanéité de paroles. Parler en même temps ne facilitant pas la compréhension mutuelle, on peut se demander ce qui aura été réellement entendu et compris lors d'un chevauchement de paroles. Mais West s'attache surtout à étudier quel énoncé sera dégagé de la simultanéité afin d'en rétablir l'intelligibilité et d'en restaurer les enchaînements. Lorsque le schéma des transitions se réalisant tour à tour est brisé, diverses procédures peuvent alors être utilisées afin de surmonter cette difficulté. On peut par exemple récupérer son propre énoncé en le reprenant lors de son prochain tour de parole, ou bien on peut récupérer l'énoncé de son interlocutrice en l'insérant dans son propre tour de parole. West constate que les récupérations sont de façon générale assez rares. Elles se retrouvent seulement dans 26% des cas de paroles simultanées étudiées. 14% font suite à des chevauchements et 35% à des interruptions. Ce sont donc bien les interruptions qui provoquent le plus de récupération d'énoncés. Ceci confirme bien la distinction opérée précédemment entre les deux formes de paroles simultanées, chevauchement et interruption, et montre même qu'elle n'est pas seulement théorique, puisque les locuteurs et locutrices distinguent entre les deux dans la réalité de leur comportement. Ainsi, les erreurs de réglage entre les tours, chevauchements, désorganisent moins gravement la conversation que ne le font les violations de droits des locutrices et locuteurs, c'est-à-dire les interruptions. Il s'agit bien de la défense du droit à la parole. Nous avons déjà discuté des silences des femmes qui suivent les interruptions masculines. Ici, West observe dans le détail le déroulement de la conversation après que les hommes aient interrompu les locutrices. Elle constate que les interruptions masculines sont suivies premièrement d'une continuation du discours de la part des hommes, tandis que les femmes se retirent, et deuxièmement d'une non-récupération de la part des hommes des paroles de l'interrompu. En ne sauvant pas l'énoncé de l'interlocutrice, les hommes ne cèdent donc pas la priorité. En reprenant le leur, ils s'emparent du rôle du locuteur et rendent leurs paroles prioritaires. Les femmes interrompues renoncent donc majoritairement à se défendre en dépit de la violation flagrante faite à leur droit à la parole. Par toutes ces intrusions, les hommes parviennent à imposer leur propre sujet aux dépens de celui des femmes. Celles-ci renoncent à reprendre le leur et se soumettent à celui des hommes. Les silences des femmes signalent qu'une règle communicative n'a pas été respectée et que l'interruption est ressentie comme importune. Bien que cette stratégie soit aussi employée par les hommes dans les conversations avec leurs pairs, les hommes interrompus réintroduisent alors souvent leur sujet après l'incident. Très banal, ces interruptions ne sont pas des signes d'incompétence conversationnelle, mais bien de dominance. Elles provoquent des troubles dans la progression cohérente de l'échange, désorganisent l'agencement tour à tour des sujets de conversation et permettent ainsi aux hommes d'imposer leur thème. Tels sont les moyens par lesquels les inégalités entre femmes et hommes se réalisent dans la conversation. West conclut son article en rattachant les pratiques linguistiques qui fournissent aux hommes les moyens de leur dominance à la question plus vaste du pouvoir et du contrôle dans la vie sociale. En d'autres termes, la distribution du pouvoir dans la structure professionnelle, la division du travail familial, ainsi que les autres contextes institutionnels où les perspectives sont déterminées, trouvent leur parallèle dans la dynamique des interactions quotidiennes. En bref, on s'aperçoit qu'il existe des manières définies et structurées par lesquelles le pouvoir et la dominance dont jouissent les hommes dans d'autres environnements s'exercent également dans les conversations qu'ils ont avec les femmes. Introduire un sujet dans une conversation n'implique pas nécessairement que ce sujet sera développé. Pour cela, un travail interactionnel est nécessaire. Idéalement, ce travail doit être partagé
par tous les participants et toutes les participantes. Encore une fois, rien ne permet de prévoir une inégalité à ce propos. Grâce à l'étude de dialogue entre couples hétérosexuels, Pamela Fishman a élaboré une conception de l'interaction comme travail. En analysant concrètement les interactions, elle s'est rendue compte à quel point une interaction, pour être effective, demandait un travail qui soit fourni par les deux personnes. Ainsi, elle montre clairement que le déroulement des interactions mixtes permet aux hommes d'imposer leur sujet de conversation au détriment de ceux proposés par les femmes. Pamela Fishman relève l'introduction de 76 sujets lors des conversations qu'elle a analysées. 29 sont proposés par des hommes, 47 par des femmes. Sur ces 47, seuls 17 feront l'objet d'une réelle discussion. Que s'est-il donc passé entre-temps? Comment une telle perte peut-elle avoir eu lieu? Pourquoi les femmes n'ont-elles pas réussi à faire en sorte que leur sujet soit repris et discuté? Les pratiques conversationnelles des femmes. Pour comprendre cela, il me faut parler des stratégies conversationnelles employées par les femmes et les hommes. Fishman remarque tout d'abord que les femmes, lors de l'interaction, posent 2,5 fois plus de questions que les hommes. C'est une première asymétrie flagrante que l'on constate en ce qui concerne cette ressource interactionnelle. Les hommes interrompent et se servent de réponses minimales retardées pour montrer leur désintérêt chronique, et ils posent également très peu de questions. Robin Lacotte avait déjà observé ce phénomène, mais pour Lakoff, ces questions posées plus fréquemment par les femmes étaient un indicateur de leur insécurité. L'apport nouveau de Fishman sur ce point est de les ranger dans la catégorie des stratégies conversationnelles employées par les femmes afin de participer au travail interactionnel. Mais Fishman ne s'arrête pas là et se demande pour quelles raisons ce sont les femmes qui participent de cette manière au dialogue. En se servant de son expérience personnelle, elle constate que poser une question rend la tentative d'interaction plus probable, réduisant ainsi le taux d'échec. Car poser une question demande une réponse de la part de l'interlocuteur. De la même façon, les femmes usent 2 fois plus souvent que les hommes de tag question, comme tu sais quoi ou d'accord, qui leur servent à mieux assurer leur droit de parole. Ce sont les enfants face à des adultes qui emploient souvent aussi cette stratégie afin de pouvoir dire quelque chose. Ceci nous enseigne moins sur l'insécurité des femmes et ou des enfants que sur la différence de leurs droits. Ce n'est pas par hasard que l'on se sert ainsi de stratégies ayant comme fonction de garantir une interaction. Une troisième classe de stratégie concerne les marques d'attention, diverses et variées, que les femmes donnent 2 fois plus souvent que les hommes. Comme Westman et Zimmerman, Fishman reprend aussi les réponses minimales et l'usage différent qui en est fait, selon que c'est une femme ou un homme qui les emploie. L'usage masculin montrant la plupart du temps un manque d'intérêt, pouvant aller jusqu'à décourager l'interaction. Cette attitude permanente de soutien et d'encouragement de l'interaction, manifestée par ces pratiques stratégiques utilisées par les femmes, a pour conséquence directe que parmi les 29 sujets introduits par les hommes, 28 d'entre eux sont repris et développés. Ceci montre bien que l'enjeu se situe sur le plan du travail exigé pour qu'une conversation puisse se dérouler. Ce travail n'étant pas fait par les hommes, les femmes n'arrivent pas à imposer leur sujet. Elles peuvent bien en introduire une quantité si les hommes ne leur répondent pas, les interrompre, leur font comprendre qu'ils ne sont pas intéressés, bref, ne s'engagent pas dans l'interaction et ne soutiennent pas l'interlocutrice, les sujets des femmes resteront à l'état d'embryon. Et si les hommes ne collaborent pas, les sujets des femmes resteront des propositions non retenues. La division asymétrique du travail interactionnel. L'introduction des sujets par les hommes se fait avec succès parce qu'alors les deux parties sont actives en vue de rendre ces initiatives effectives. Les femmes répondent à leurs déclarations de telle façon qu'elles permettent au sujet de se développer. Avec l'analyse des stratégies conversationnelles des femmes, on peut conclure que la distribution du travail est inégale dans la conversation. Les femmes soutiennent le dialogue et continuent à faire ce travail de soutien pendant que les hommes parlent. La symétrie de la répartition des tâches est flagrante. Les femmes fournissent tous les efforts conversationnels et les hommes contrôlent. Constamment, les femmes luttent pour pouvoir obtenir des réponses à leurs remarques. Elles restreignent leur propre opportunité d'expression en se concentrant sur le développement des sujets des hommes. Finalement, les femmes sont requises dans la conversation pour être disponibles pour les hommes.
En fait, tout se passe comme si les sujets introduits par les femmes étaient perçus comme de simples tentatives pouvant aisément être abandonnées, alors que ceux des hommes seraient d'emblée traités comme des sujets à développer. La plupart du temps, tout ceci se déroule sans conflit apparent. Pour la majorité des gens, ce n'est que le bon ordre des choses. Ce travail effectué par les femmes n'est pas analysé généralement comme un réel travail. C'est d'ailleurs ce qui permet aussi l'analogie avec la division traditionnelle du travail. Ce sont les féministes qui se sont attachés à rendre visible le travail domestique effectué par les femmes, comme Fishman rend visible celui fourni dans la conversation. De même qu'il était considéré dans la nature des femmes d'élever les enfants, il est également considéré dans la nature de soutenir la conversation. Cette naturalisation du travail accompli par les femmes permet encore une fois de les asservir sans que beaucoup y trouvent grand-chose à redire. Penser qu'il est dans la nature des femmes d'avoir un style coopératif, par exemple, a pour conséquence d'obscurcir leur réel travail pour mieux le nier. Le travail n'est pas vu comme ce que font les femmes, mais comme faisant partie de ce qu'elles sont. Faire de ce style coopératif une qualité féminine revient à confondre et à abolir dans l'innéité de la nature toute valeur d'acquisition et donc de qualification. Et sa fonction semble bien résider dans le brouillage alors effectué sur les relations de pouvoir. Parce que ce travail est obscurci, parce qu'il est trop souvent vu comme un aspect de l'identité genrée plutôt qu'un aspect de l'activité genrée, la maintenance et l'expression des relations de pouvoir homme-femme dans nos conversations quotidiennes sont également cachées. Fishman, 1983. L'échec des thèmes proposés par des femmes ne peut s'expliquer par leur contenu, Fishman n'ayant pas relevé de différences notables avec les sujets proposés par des hommes. Cet échec s'explique la plupart du temps par l'abstention des hommes face à l'obligation de collaborer à l'échange. Le travail qu'ils fournissent au niveau de l'interaction semble se situer uniquement dans l'initiative et le contrôle. Concrètement, nous avons vu par exemple avec West quel travail structurel est nécessaire à la suite de paroles simultanées afin de poursuivre la conversation de façon intelligible et quel travail est alors fourni par les hommes. 2 points. Dégager leur propre discours de l'état de simultanéité. Les hommes bloquent et ignorent les thèmes des femmes, refusent de fournir une contribution au moment où il le faudrait pour faire avancer la discussion et se concentrent sur le développement de leur sujet. Ainsi, les hommes finissent par décider de tout dans le dialogue mixte, du sujet, de la façon de l'aborder et de l'évolution du dialogue. Ils parlent beaucoup plus longtemps que les femmes et dirigent tout l'entretien en contrôlant et influençant l'ensemble de la discussion par les stratégies et les tactiques diverses que nous avons citées. J'espère avoir suffisamment montré que ces techniques utilisées par les hommes ne sont pas simplement des indicateurs de leur dominance. Elles n'ont pas comme unique effet de manifester cette domination, mais bien de l'établir et de la renforcer. Quand les femmes adoptent d'autres pratiques conversationnelles. Après avoir observé concrètement le déroulement d'une conversation mixte et avoir obtenu ses conclusions, il semble assez opportun de se pencher maintenant sur un autre versant de la domination masculine. Avec l'idéologie du genre, qui est fortement présente dans la communication, nous sommes toujours encouragés à correspondre aux normes établies qui conduisent ultimement à l'oppression des femmes. S'il est très difficile pour une femme de sortir des voies genrées de la conversation, c'est aussi à cause des sanctions qu'elle encourt alors. On ne tardera pas à lui rappeler qu'elle n'a pas bien appris sa leçon. Les stratégies masculines comme les interruptions et les réponses minimales retardées sont des moyens de contrôle en elles-mêmes, ne serait-ce que parce qu'elles empêchent directement les femmes de parler. Mais si on réussit à détourner ce pouvoir, alors une deuxième forme de contrôle, qu'on peut peut-être mieux désigner comme répressive, ne tardera pas à se mettre en place. Personnellement, je me suis beaucoup heurtée et confrontée à ce second type de contrôle. La participation à de nombreuses réunions mixtes dans un cadre associatif m'a permis d'observer quelques fonctionnements masculins. La surprise première devant une femme non conforme au rôle stéréotypé attribué au sexe féminin se métamorphose bien vite en hostilité et stigmatisation. C'est là où j'ai véritablement pris conscience de la place des femmes en mixité. Elles ne doivent surtout pas déranger la hiérarchie des genres, ce qui signifie qu'elles doivent accepter leur position subordonnée. Ne pas se conformer aux attentes genrées montre toujours à quel point ces attentes existent et doivent être entretenues. Tenir à son sujet et le rappeler. Ne pas se taire après avoir été interrompu. Ne pas apporter le soutien tant désiré. En résumé, entreprendre un acte quelconque qui transgresse les lois de la discussion genrée devient un acte subversif. Une grande partie des études citées ci-dessus font le même constat. Si les femmes ne se plient pas à l'image qu'on attend d'elles,
Si elles s'émancipent du contrôle des hommes, elles subiront alors des sanctions. À commencer par le début. Bavarde, tu seras jugé, si tu oses parler. Le double standard apparaît ici fondamental et sa fonction est claire. Alors qu'interrompre les femmes est une pratique normale pour les hommes, les femmes qui oseront d'interrompre les hommes seront pénalisées. Il existe toute une série de croyances qui renforcent cette asymétrie et qui ordonnent qu'il n'est pas de rigueur pour une femme d'interrompre ou de contredire un homme, particulièrement en public. Cela contribue à la construction et la maintenance de la suprématie mâle. Les règles sociales disent que les femmes et les hommes gagneront le respect en communiquant selon ce que ces mêmes règles prescrivent. Mais si ce schéma fonctionne très bien pour les hommes, il n'en va pas de même pour les femmes. On a bien remarqué que les femmes ne pouvaient pas s'assurer ce respect en suivant les voies de communication tracées pour elles. Mais elles n'y parviendront pas non plus en utilisant d'autres voies. Quelle que soit la façon de parler et de converser qu'elles adoptent, les femmes seront évaluées négativement. Ceci nous renforce encore dans l'idée, si besoin était, que c'est bien le genre qui constitue le facteur saillant et non telle ou telle façon de converser qui serait déficiente ou déviante. Puisqu'il est considéré comme naturel que les femmes fassent la plus grande partie du travail nécessaire pour l'interaction. Nous ne serons pas étonnés qu'une des sanctions les plus importantes que les femmes subissent, quand elles ne dialoguent pas comme elles doivent le faire, soit celle d'être raillées et remises en cause dans leur féminité. Pour être identifiées comme femmes, on exige des femmes qu'elles apparaissent et agissent de façon particulière. La conversation fait partie de cette unité de comportement. Les femmes doivent parler comme parle une femme. Elles doivent être disponibles pour faire ce qui doit être fait dans la conversation, faire le sale travail et ne pas se plaindre. Je me permettrai de faire une brève incursion dans le domaine de la communication non verbale. Nancy Henley a remarqué que les comportements qui, chez les hommes, ont des connotations de pouvoir, prennent une connotation sexuelle quand ce sont des femmes qui les adoptent. Elle pense que ceci est dû au fait que l'implication de pouvoir est inacceptable quand l'acteur est une femme et doit donc être niée. On réduit donc les attitudes de pouvoir à des attitudes de séduction afin de nier qu'une femme puisse exercer un certain pouvoir. La même chose a lieu dans la conversation. Même si au lieu d'accuser les femmes d'invites sexuels, on a plutôt tendance à leur reprocher un comportement agressif et castrateur. Culture différente ou domination masculine? Présentation de l'approche des deux cultures. Les études que j'ai choisi d'utiliser pour expliquer la structure du dialogue mixte et la division du travail conversationnel analysent les asymétries trouvées dans l'interaction en termes de domination. Elles se révèrent à un cadre politique critique des rapports sociaux de sexe et cherchent à rendre visible le pouvoir et les inégalités présents dans les interactions quotidiennes. J'aimerais maintenant discuter de recherches qui se servent d'une autre grille de lecture de la réalité. Dans les écrits qui tiennent compte de la variable de genre, tout un courant développe une optique qui a des conséquences bien différentes de celles données par l'analyse de la domination masculine. Dans le domaine linguistique, Deborah Tannen est l'une de ses représentantes les plus connues. L'hypothèse de départ est que la masculinité se construirait par la séparation d'avec la mère et la féminité par l'attachement avec la mère. La menace pour l'identité masculine se trouve alors dans l'intimité, tandis que celle pour l'identité féminine réside dans la séparation. En conséquence, les hommes auront tendance à éprouver des difficultés dans les relations à autrui et les femmes des problèmes d'individuation. Tannen analyse les problèmes de communication entre femmes et hommes à partir de cette position et en déduit qu'elles et ils ne cherchent pas les mêmes choses dans la conversation. Les hommes se référeraient à un langage de statut et d'indépendance alors que les femmes emploieraient un langage de rapport et d'intimité. L'homme dans le monde est un individu dans un ordre social hiérarchique où converser devient négocier, chercher à acquérir ou maintenir son statut. Les femmes, elles, sont des individus à l'intérieur d'un réseau de rapports et leur but serait l'interdépendance et la relation à autrui. Si la question de l'homme est « est-ce que tu me respectes ?», celle de la femme serait « est-ce que tu m'aimes ?» Tannen, 1993. Ainsi, sous ce nouvel éclairage, Tannen nous explique nombre de situations frustrantes pour les femmes dans les interactions quotidiennes mixtes. Si les femmes et les hommes ont des styles conversationnels différents, c'est parce qu'elles et ils ont des buts conversationnels différents. Intimité pour les unes, indépendance pour les autres. Qu'elles et ils apprennent en partie au cours des jeux de leur enfance. Nombre d'asymétries hommes-femmes relevées dans la conversation sont ainsi expliquées grâce à cette vision de la différence des sexes que Tannen nous livre.
La communication entre hommes et femmes peut se comparer à une communication interculturelle, c'est-à-dire exposée à des incompréhensions liées aux différents styles de conversation. 2. Les limites de cette conception. Ma critique ne porte pas sur des positions psychanalytiques de Gilligan, mais sur les conséquences linguistiques que Tannen en tire. On ne peut reprocher à Tannen de montrer le style conversationnel des femmes comme déficient. Le comportement de l'homme est problématisé, même si ce n'est pas pour le décrire dominant. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau des conséquences. Tannen propose comme solution à cette incommunication entre les sexes la simple compréhension mutuelle. Personne n'est à blâmer, et si les femmes et les hommes apprenaient à comprendre qu'ils sont fondamentalement différents, les inégalités de genre disparaîtraient. Parmi les sous-titres des chapitres de l'ouvrage de Tannen, nous trouvons par exemple La compréhension est la clé, et le dernier chapitre s'intitule Vivre dans la symétrie, ouvrir des voies nouvelles à la communication. Puisque nous ne pouvons changer les pratiques genrées de la conversation, alors apprenons à les accepter. L'origine de la différence des sexes ne se situe pas pour Tannen dans un déterminisme biologique, mais dans la socialisation différente vécue par les femmes et les hommes. Femmes et hommes grandissent, selon elle, dans des mondes différents, faits de mots différents, d'où le titre de son premier chapitre, Autre mot, autre monde, ou à chacun son langage. Avec l'analogie constante qu'elle opère entre communication femmes-hommes et la communication entre différentes cultures ethniques, Tannen en arrive à penser en termes de deux sexes de culture, où chacun des styles adoptés est en soi valable, mais les malentendus surviennent à cause de leurs différences. La possibilité d'aborder les conversations entre les sexes de manière interculturelle permet de justifier les mécontentements de chacun sans mettre l'un ou l'autre en tort. Tannen, 1993. La différence des sexes est un thème récurrent chez Tannen, toutefois, cette différence n'est jamais analysée en termes de hiérarchie sociale. Le caractère politique et social de cette différence, ainsi que le rapport d'oppression entre les sexes, sont niés. Ainsi, Tannen ne cherche jamais à montrer le caractère social et arbitraire de la hiérarchie des genres. Puisque pour Tannen, les femmes et les hommes vivent dans des mondes différents, elle en vient à parler des catégories de sexe comme si chacune existait indépendamment du rapport à l'autre. Nous pouvons prendre l'exemple des interruptions pour illustrer cette idée. Tannen refuse de voir les interruptions en termes de domination. Si les hommes interrompent les femmes, c'est tout simplement parce qu'elles et ils n'ont pas les mêmes styles de conversation. Les interruptions ne semblent donc pas construites dans l'interaction mixte, et être interrompu peut alors apparaître comme une spécificité du mode de converser des femmes. Crawford, 1995. Crawford remarque aussi que la force rhétorique des nombreuses anecdotes rapportées par Tannen sur les frustrations dues à la communication mixte porte toujours sur la différence et non sur le rôle du pouvoir dans la dynamique conversationnelle. Ainsi, les différences conversationnelles ne sont jamais vues comme produites par le rapport politique femme-homme, et Tannen ne s'interroge pas sur le rapport de force qui conduit à ces différences. Crawford nomme cette approche essentialiste. Ce ne sont pas les origines des caractéristiques genrées, socialisées ou biologiques qui définissent pour elle l'essentialisme, mais plutôt la localisation des caractéristiques dans l'individu. En effet, les caractéristiques genrées du mode de converser que l'on a trouvé deviennent chez Tannen des traits statiques de la personnalité. Les différences sont conçues comme ancrées dans l'individu même, comme le sont les différents traits de personnalité. Nous avons déjà exposé et critiqué avec Fishman les conséquences négatives de la naturalisation du travail interactionnel fourni par les femmes. Nous pouvons aisément les reprendre ici. Le terme de genre a été créé afin de différencier le sexe biologique du sexe social et de bien mettre en évidence que les rapports de sexe sont construits socialement. Tannen semble oublier que ce qui est construit peut être déconstruit, même si cela représente une tâche difficile. Contrairement à Tannen, Crawford se situe dans une perspective sociale constructionniste. Selon elle, penser le genre en termes de différence plutôt que de domination, nie le procédé par lequel les différences sont créées et le pouvoir attribué. Le genre est un système de signification qui organise les interactions et gouverne l'accès au pouvoir. Elle décrit ce système comme opérant au niveau des structures sociales, de l'interaction et de l'individu. Le genre n'existe pas à proprement parler dans les personnes, mais est créé par les interactions, les transactions et les pratiques sociales. Au niveau interpersonnel, par exemple, Crawford pense que la catégorisation sexuelle ne sert pas simplement à observer les différences, mais aussi à les créer.
Quand les femmes et les hommes sont traités différemment dans les interactions quotidiennes, elle et il se comportent différemment en retour. Elle remarque que le genre peut être conçu comme une prophétie s'accomplissant d'elle-même. Il en est de même au niveau individuel. Les femmes sont différentes des hommes, mais paradoxalement, ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes. Chacune d'entre nous se comporte de façon genrée parce que nous sommes placés dans des contextes sociaux genrés. Crawford critique l'approche dominante des études faites sur le genre et la communication. Cette approche neutralise les relations de pouvoir. Même si ces études essaient d'être non sexistes, elle leur reproche de générer plus de problèmes et de paradoxes qu'elles n'en résolvent. Pour elle, la question n'est donc pas celle des différences langagières entre femmes et hommes, mais bien celle qui nous préoccupe, à savoir de quelle façon les relations de genre sont établies et maintenues dans la conversation. Le plus grand défaut de la conception de Tannen est qu'elle affirme de cette manière, contrairement à toutes les études que l'on a examinées auparavant, que quelques interactions intimes, quotidiennes, existent en dehors des relations de pouvoir qui définissent et construisent le genre. Or, nombre d'analyses ont par ailleurs montré combien les inégalités structurelles de genre étaient reproduites dans les relations personnelles et individuelles. Les relations de pouvoir affectent les relations personnelles. La banalité et le caractère quotidien des conversations mixtes n'en font pas une pratique qui existerait en dehors du système des genres. Tannen présume une innocence dans les intentions communicatives. Dans le monde séparé des styles conversationnels différents, Tannen explique que les buts conversationnels sont genrés. Mais le désir resterait le même pour les deux genres, être compris. En analysant à chaque fois les intentions et des femmes et des hommes, Tannen veut montrer son impartialité envers les deux sexes. Crawford relève alors la fausseté de cette symétrie. En effet, la seule intention qui ne soit jamais imputée à quelqu'un est celle de vouloir dominer. Tannen ne tient pas compte des nombreuses analyses montrant les liens entre le pouvoir et la non-expression de la vulnérabilité. Exprimer ses émotions tend fortement à réduire sa position de pouvoir, d'où l'on peut déduire que c'est le désir de dominer et non la seule socialisation qui peut conduire les hommes à éprouver des difficultés dans leur relation à autrui. Ainsi, l'examen de certaines études féministes sur la psychologie des femmes montre que certaines caractéristiques supposées féminines, comme le soin excessif porté aux autres ou la dépendance, peuvent être vues comme des conséquences de la subordination. Pourquoi Tannen ne discute-t-elle pas de ces analyses? Même si l'on admet les bonnes intentions, converser est une forme de pratique sociale, et à ce titre, ce que crée cette activité ne peut être défait en arguant de bonnes intentions. Crawford remarque aussi qu'analyser la conversation en termes d'intention a une implication très importante, celle de dévier notre attention des effets, y compris bien sûr des effets de l'interaction, dans la maintenance de la hiérarchie des genres. Tannen le dit d'ailleurs elle-même. Et puis, il y a aussi des façons de parler différentes qui font qu'un individu peut avoir l'impression d'avoir été interrompu même si l'autre n'en avait pas la moindre intention. Crawford critique également cette conception de l'incommunication entre les sexes, parce qu'elle est devenue aujourd'hui le principal modèle explicatif du viol commis par des hommes connus des femmes qu'ils ont violées. Comme dans le cas de celui qui place la responsabilité sur les femmes ou de celui qui voit le viol comme un problème de société, aucune stratégie réelle n'est alors mise en place pour la prévention du viol et les hommes ne sont jamais nommés directement comme les agents du viol. Dans cette perspective des deux cultures, le viol conjugal peut être vu comme un exemple extrême de mauvaise communication. Crawford ne nie pas qu'il puisse exister une sincère incommunication dans le couple hétérosexuel, surtout au sujet de la sexualité, où l'interaction est amplement façonnée par les normes genrées. Mais elle montre, à l'aide de récents travaux effectués sur les violences contre les femmes, les implications troublantes du modèle de l'incommunication. Des étudiants et étudiantes sont interrogés pour savoir quelles caractéristiques elles et ils nommeraient responsables de la violence exercée par les hommes. Quand le comportement violent est placé dans un contexte d'incommunication, les étudiants masculins situent plus de responsabilité sur la victime de violence qu'ils ne le font dans un autre contexte. La construction de l'incommunication entre les sexes peut alors être vue comme un outil puissant, voire nécessaire, pour maintenir la structure de la suprématie masculine. 3. Quelques autres exemples. Comme je l'ai précédemment annoncé,
Tannen n'est pas la seule à opter pour le modèle de l'incommunication plutôt que pour celui de la domination. Broker et Moltz expliquent aussi les problèmes de communication en termes de malentendus, sans tenir compte du fait que les caractéristiques genrées de la conversation sont à l'avantage des hommes et leur permettent de dominer le dialogue. De même pour Smith, les différences de stratégie conversationnelle entre femmes et hommes sont dues à leurs buts communicationnels respectifs, la filiation pour les femmes, le contrôle pour les hommes. Mais les hommes ne dominent pas pour autant. Un autre exemple d'études récentes, autant allant dans ce sens, nous explique que les différences trouvées ne sont pas attribuables à des différences de pouvoir, mais à des différences de socialisation sans rapport avec le pouvoir. Braddock et Mulak, 95. Cette vision de la conversation mixte, comme communication interculturelle, semble toujours conduire aux mêmes conclusions ultimes. La négation de la domination des hommes et la légitimation de l'état actuel des relations femmes-hommes. Je ne sais pas si ces auteurs se posent la question des conséquences sociales de leur conception, qui nous livre un message aussi dépolitisé qu'il est possible, ce qui ne le rend pas pour autant neutre politiquement. Bien que linguiste respectée, Tannen a été controversée par ses collègues. Elle semble avoir défendu son choix en disant qu'elle n'écrivait pas sur les inégalités ou sur la domination masculine, mais sur ce qu'elle appelle les frustrations conversationnelles quotidiennes. Les femmes doivent donc, selon elle, se satisfaire de leur sort dans la conversation, ce qui ne laisse pas grande place à un espoir d'un changement. Puisque les inégalités deviennent des différences culturelles, il est difficile de penser qu'on puisse ne pas accepter cet état de choses. Cette approche n'est pas une approche féministe au sens couramment employé par les études féministes, puisqu'elle n'inclut pas préalablement la domination masculine et se sert de la différence des sexes sans jamais parler de hiérarchie. Ce n'est pas parce qu'on est une femme et ou parce qu'on prend comme un objet d'étude les pratiques de conversation genrée que l'on fait pour autant une étude féministe. C'est plutôt une question d'approche et de grille de lecture utilisée, mais heureusement, nombre d'études sur le langage et la conversation continuent d'être profondément politiques, ne cherchant pas seulement à éclaircir, mais aussi à changer les relations entre les femmes, les hommes et le langage. Henley, Kramaré et Thom, en 83. Loin d'être un lieu situé au-delà du pouvoir, la conversation mixte reflète et maintient les inégalités de genre. Les femmes fournissent presque la totalité du travail pour qu'un dialogue ait lieu. Obligées de proposer de nombreux sujets auxquels elles doivent ensuite renoncer majoritairement, l'effort des femmes ne se limite pas seulement à se laisser interrompre par les hommes. Elles travaillent au développement du sujet masculin et manifestent une attitude de soutien afin de maintenir l'interaction. Pendant ce temps, les hommes interrompent, imposent leur sujet, influencent, dominent la conversation. Principalement, ce sont donc les femmes qui produisent les discussions et qui restent pourtant sous le contrôle des hommes. Si l'idéologie détermine les attentes genrées dans le dialogue, il n'en demeure pas moins que ces interactions participent aussi à la construction sociale de la division des genres. Selon l'expression de West Zimmerman, c'est une des voies que prend le genre pour se faire. Comme nous l'avons montré, nombre d'études ne sont pas seulement intéressées aux différences genrées de la communication, mais aussi à la façon dont la discussion participe à la construction d'une réalité patriarcale. Le silence des femmes dans la conversation, ainsi que leur exclusion de la communication, conduisent à leur invisibilité dans le monde. Si la parole est déterminante dans la construction de la réalité, ceux qui contrôlent la parole contrôlent aussi la réalité. L'égalité des sexes ne pourra être atteinte uniquement après un changement dans le déroulement des conversations, mais il ne faut pas pour autant en sous-estimer l'importance. Lors d'une discussion, nous sommes engagés dans une activité politique conséquente qui peut permettre la renégociation de la réalité sociale. Si les interactions peuvent prendre part à la construction du genre et de sa hiérarchie, elles peuvent aussi œuvrer à sa déconstruction. Voilà, bon, si vous êtes un homme, je n'ai pas beaucoup d'attentes vous concernant parce que ces schémas-là sont tellement profondément ancrés et imbibés en vous que j'ai pas trop d'attentes concernant les hommes en termes de déconstruction dans les activités d'interaction conversationnelle quotidienne. Par contre, si vous êtes une femme, ma foi, essayez donc d'autres stratégies conversationnelles et voyez par vous-même ce que ça donne. Voyez ce que ça donne.
si vous adoptez par exemple les mêmes stratégies conversationnelles que les hommes. Les interrompre dès que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent ou ostensiblement par le langage infraverbal, montrer un désintérêt pour ce qu'ils sont en train de vous dire, vous allez voir, ça va pas le faire. Moi, je peux cela dit vous livrer mes 30 ans d'expérience, ce que j'ai testé, j'ai appuyé sur tous les boutons. Bon alors, l'interruption, par exemple, chevauchement à interruption, vous faites comme votre interlocuteur en face, vous doutez où ça va. Ça va directement à la violence verbale et puis très très vite violence physique. Alors que si vous observez, il y a les conversations, par exemple non mixtes entre hommes, où ils se mettent comme ça à être dans le combat verbal, ils se cognent pas forcément dessus. En tous les cas, ils vont interagir verbalement, même de manière violente, sans s'écouter, avant que ça en arrive au coup. Il faut vraiment qu'il y en ait un qui veuille vraiment y aller. Mais si ça se passe, le même scénario, la même structure conversationnelle entre un homme et une femme, ça va pas durer 10 minutes. Au bout de la 2, 3e, 4e interruption, vous allez vous prendre une baffe dans la gueule. Enfin, soit ça va être ça, soit vous allez obliger l'homme à contacter du coup sa propre violence et son propre désir inconscient de dominer la conversation. Et s'il peut pas y faire face, il est possible aussi qu'il fuit. Il va partir de la conversation pour éviter de vous mettre une baffe. Voilà, c'est les 2 scénarios possibles. Ce qui montre bien que, entre guillemets, la joute verbale ou le fait que 2 interlocuteurs tentent de se placer comme partenaires égaux dans une relation est inacceptable dans le rapport mixte. Il est plus acceptable dans un rapport non mixte entre hommes. Ça fait partie de leur jeu appris pendant l'enfance. Mais avec une femme, non, attends, elle doit se la fermer quand même très vite. Après, vous pouvez tester la manière soft. La manière soft, c'est comme eux ils font. Se désintéresser, regarder ailleurs, soupirer, voilà, réponse minimale retardée. Alors la suite après de l'interaction dépend beaucoup en fait des motivations plus ou moins conscientes de votre interlocuteur. Alors on a toutes eu l'interlocuteur, ça ne le dérange pas de parler, de monologuer pendant des heures tout seul, même si son interlocutrice lui tourne le dos, commence à se mettre de côté, les bras croisés, à regarder ailleurs. Il s'en fout, quoi. Donc bon, ce n'est pas vraiment un dialogue. Ça relève là de la perversion narcissique. Alors si vous avez une personne un peu plus attentive quand même aux signes paraverbaux et infraverbaux de son interlocutrice, il va quand même s'arrêter. Il est arrêté par votre absence de soutien à son discours. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, vont arriver les injonctions à ce que vous l'écoutiez, qui peuvent être très soft. Tiens, mais tu m'écoutes? Ça prend pas forcément le mot injonction ne correspond pas nécessairement, si vous voulez, à des situations de domination explicite. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles sont la plupart du temps extrêmement pernicieuses. Elles sont comme ça dans le flux interactionnel quotidien, pris comme étant normal. Ce qui fait apparaître son attente, son besoin que vous souteniez effectivement, que vous fassiez ce travail invisible. De lui donner de l'importance en le regardant avec de grands yeux, en ceci, cela. Dès que vous arrêtez de faire ça, vous allez voir, très très vite, votre interlocuteur masculin va être complètement perdu. Donc ce qui se passe ensuite, en fait, ça dépend pas tellement de lui, ça dépend de vous, mesdames. Soit vous allez lui donner une réponse authentique en disant oui, effectivement, ce que tu es en train de me dire, ça ne m'intéresse pas, je préférais qu'on discute d'autre chose. C'est la version souveraineté individuelle, créatrice, qui n'est quasiment jamais utilisée par les femmes, parce que la plupart du temps, dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'on répond? On répond si, je t'écoute. Donc l'autre, allez, c'est parti. Donc à partir de ce moment-là, vous avez consenti à ce que les choses continuent à se dérouler ainsi. Ce sont ces schémas-là interactionnels, des rituels d'extraction de consentement en permanence. Il faut que vous en preniez conscience, mesdames. Et donc ça ne peut changer que si les personnes qui se laissent extorquer leur consentement, cessent de le faire et posent qui elles sont. Et c'est là que se situe ma limite, à moi, dans les discours féministes que j'entends, qui veulent à partir de ces constats que bien évidemment domination il y a, et quand bien même cette volonté-là est inconsciente, installer des statuts de victime. Donc, cette question de victime, on est victime dans un premier temps de programmation mentale genrée
qui nous agissent sans même qu'on en ait conscience. Mais à partir du moment où vous en prenez conscience, comme c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne YouTube, c'est de faire arriver à la conscience les individus, des états de fait, des états de choses, des scénarios, des grands scripts que vous jouez à longueur de vie, à longueur de temps, et qui impliquent votre consentement. À partir du moment où vous le savez, vous êtes dans une situation de consentement éclairé. C'est à vous de choisir, maintenant, si vous sortez de ce jeu-là, qui est toujours le triangle du drame, ou si vous continuez, selon les rails de la conversation genrée, où finalement vous n'êtes là dans le dialogue, non pas en tant que partenaire authentique, conversationnel, créant du sens, apportant des éléments éventuellement nouveaux dans une discussion sur un sujet donné, mais vous êtes là pour faire le sale boulot, le travail invisible qui permet à l'autre de mettre en valeur, lui, sa propre pensée à travers son discours. C'est à vous de voir. Mais une chose est certaine, si les femmes commençaient à se respecter dans le dialogue et à se faire respecter dans le dialogue, il y a beaucoup de relations qui s'arrêtent parce que simplement l'activité conversationnelle ne peut plus avoir lieu lorsque les femmes arrêtent de faire ce qu'elles font partout en fait, puisqu'elles sont programmées pour le faire. Partout être sur la polarité, sauveur, soutenir l'autre, faire passer les besoins de l'autre, ses attentes avant les siennes. Voilà. Donc je suis partisane plutôt de la deuxième solution, parce que on peut pas passer son temps comme ça tout le temps. Non, évidemment, ce n'est pas possible. Mais la deuxième solution vous amène à coup sûr à revoir vraiment, dans les grandes largeurs, toutes vos relations. Absolument toutes. Avec vos collègues, avec votre famille, avec tout le monde. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être capables de se réaligner et de vous proposer une activité conversationnelle équilibrée. Je préfère parler d'équilibre que d'égalité, parce que ce mot est tellement galvaudé. Mais voilà. Donc après, je vous le dis, pour que vous fassiez un choix souverain, si vous préférez rester dans le confort des rails, des règles et des lois de l'activité conversationnelle genrée, faites-le. Simplement, faites-le en toute conscience. Sachez que vous êtes en situation d'absence de respect de vous-même, d'absence d'écoute de vos propres besoins, d'être écouté, respecté en tant que partenaire d'échange valable dans une conversation, et que donc rester là, c'est pas vraiment le chemin de la souveraineté individuelle. C'est plutôt le chemin de ça va être une question de temps avant que votre corps en fasse une maladie, et pour vous indiquer à quel point vous ne vous respectez pas depuis tellement longtemps. Et quand bien même vous faites ça, c'est-à-dire que vous vous posez, n'attendez pas que votre paix intérieure ait un retentissement magique immédiat sur l'extérieur. Ben non. Ça arrivera le jour où les autres personnes qui peuplent l'espace public seront aussi en paix à l'intérieur et cesseront d'envahir à tout va tout le monde. C'est toujours la question de où est votre responsabilité et où commence celle des autres. Et si il est toujours possible qu'il y ait des autres, eux, ils ont décidé que vous êtes là, donc vous leur appartenez. Donc, parce qu'on est vraiment dans un monde qui n'accepte pas les gens qui sont juste là en paix. Enfin, surtout les gens. Mais bon, le scénario s'arrangera pour les obliger à combattre. Et donc, j'ai mis dans mes vidéos j'aime ou en playlist la grande conférence là de la peur à la joie, où c'est cette phrase-là qui me parle beaucoup et posée dès les 5 premières minutes de cette conférence. Donc, je sais de quoi je parle. C'est surtout les femmes dans l'espace public. Non, on peut pas avoir la paix, on peut pas juste être là, en paix. Donc, il y a des situations où vous n'aurez pas tellement d'autre choix que soit de continuer à vous laisser envahir, soit, agir et non pas réagir, mais faire en sorte pour que l'invasion cesse.
Et ça demande beaucoup de courage, hein. Cela dit, les rares fois où j'ai été amenée à le faire avec une détermination infinie, mais les hommes en face, ils ont fait demi-tour, hein. On n'est pas allé au combat physique. Vous voyez? Et c'est donc bien une question de souveraineté et de se poser, et non pas de s'imposer. Et lorsque vous vous posez, bien ancré face à quelqu'un qui veut vous barrer la route physiquement, et que vous le regardez dans les yeux en lui disant « écarte-toi de mon chemin », alors à vous de savoir combien de fois vous avez le répété avant d'avancer. Eh ben, rares sont ceux qui vont rester en face de vous. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, et puis bon, bah, si vous êtes un homme vraiment sincère, intègre, hein, et vraiment engagé dans, on va dire, au niveau du niveau 3, hein, du self-clearing system de Cameron Bay, hein, eh bien, essayez de vous observer en interaction dans l'ici et maintenant. Hein. Après tout, il y a vous qui savez, hein, quand vous vous apprêtez à interrompre quelqu'un. Hein, voilà. Et regardez quand est-ce que ça se produit, comment ça se produit, pourquoi ça se produit. Hein, qu'est-ce qui fait que dans certaines situations vous le faites et puis dans d'autres cas vous le faites pas. Ou alors vous allez vous laisser interrompre beaucoup plus facilement par un partenaire conversationnel masculin que par un partenaire conversationnel féminin. Ça va plus vous déranger si c'est une femme qui le fait que si c'est un homme, et posez-vous la question de savoir pourquoi. Enfin bon, la réponse est donnée dans cette étude. Hein, et donc en conclusion, une femme qui se place à côté de vous dans une conversation en arrêtant, en ne consentant pas, hein, à tous ces schémas, parce que elle vous propose autre chose, hein, une relation plus équilibrée, elle ne va pas accepter de se laisser interrompre, etc. En fait, elle vous donne la chance de prendre contact avec une programmation profonde. C'est une chance qui vous est donnée de prendre contact avec ça qui est en vous, et donc, eh bien, de le nettoyer ou pas. C'est un choix souverain. Je vais le formuler encore autrement. Une femme qui fait ça est en train de vous guérir. Elle n'est pas en train de vous castrer, contrairement à ce que vous pensez. C'est le contraire même. En vous demandant d'être entièrement responsable, hein, dans vos pratiques conversationnelles, hein, de ce que vous faites, hein, et en vous mettant ses limites à elle, qui relèvent de l'ordre du respect et de la souveraineté individuelle, elle vous rend vos couilles, vos véritables couilles, hein, pas celles que cette fausse société vous a données, vous a laissé penser que vous aviez. Et je sais, ainsi que quelques autres femmes de mon bagage expérientiel, nous savons, hein, que les hommes qui sont capables, hein, de se confronter à ça sont excessivement rares, d'une extrême rareté. Voilà. Eh bien, bon travail, hein, parce que là, sur ce champ-là, il y a du boulot jusqu'à la fin de nos jours, hein. Allez, salut, à bientôt pour de prochaines vidéos. Vous avez remarqué que je fais un petit peu une pause, hein, parce que c'était un petit peu trop intensif le rythme de travail ces derniers mois. À bientôt, ciao ciao.